souci, je vous ai perdu un moment pendant ma présentation. Merci de m'avoir invité pour vous présenter une analyse qui a été réalisée au sein des données du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, le RNV3P, qui est un système aussi de recueil, mais qui est, lui, géré par l'ANSES. Donc, avant d'aller dans le détail, je vais vous présenter le réseau. Vous comprenez bien comment sont recueillies les données. Donc, c'est un réseau national qui regroupe actuellement 28 centres. Donc, il faut La Réunion a fermé, Dijon a fermé, mais vous voyez qu'on a une répartition nationale. Et donc, ce sont des centres qui sont souvent dans les centres hospitaliers universitaires, mais pas que, parce qu'il y a Cherbourg, Le Havre, quelques annexes, et qui dépendent donc des services de pathologie professionnelle et dans lequel on a pour objectif, dans le réseau, de repérer des expositions, mais aussi des pathologies émergentes, mais surtout des expositions et même pour des couples, des situations nouvelles dans lesquelles on va rencontrer des pathologies éventuellement connues, et de donner aux consultations un lieu d'échange entre nous pour pouvoir échanger, puisque en fait, on n'est pas si nombreux et c'est toujours intéressant d'échanger, de savoir ce que l'autre a vu et éventuellement, et surtout pour les choses rares, et pouvoir donc avoir un système d'échange. Susciter des travaux de recherche, vous allez voir, c'est un début, l'analyse que je vais vous présenter. Il y en a d'autres qui ont été faites sur la silice, sur plein d'autres sujets. Les cancers d'origine professionnelle, différentes thématiques sont passées ou en cours. Il y a aussi les phytosanitaires, au fur et à mesure qu'ils viennent à l'idée. Donc, vous voyez des domaines très larges, de tout sur les pathologies professionnelles. Et dans le but, au final, de définir des actions prioritaires, soit régionales ou nationales, d'action de prévention, puisque dans le titre du réseau, il y a bien vigilance, mais aussi prévention des pathologies professionnelles. Donc, quelques chiffres sur le RNV3P, c'est son sigle. Donc, il existe depuis 2001 et les données que je vous affiche là sont donc de 2001 à 2019, donc 19 ans de travail, avec quand même un nombre des chiffres très importants, puisqu'on a 497 222 consultations dans la base. Donc, on a en moyenne un peu moins de 30 000 consultations nouvelles par an, à peu près depuis 2008. Et la moitié de ces consultations consistent à confirmer ou pas le diagnostic d'origine professionnelle d'une pathologie. Ça concerne à peu près donc 295 000 patients. Et c'est en moyenne 78% de nouveaux patients chaque année. Donc, il y en a un petit quart qui vient et qui revient, et puis les autres, c'est toujours des nouveaux. Voilà pour les données clés sur le réseau. Juste parce que ça peut avoir une importance dans nos données, vous voyez que le nombre de consultations enregistrées augmente. Notamment non que les demandes sont forcément plus importantes, je veux dire, excusez-moi, mais par exemple entre 2007 et 2008, avant on ne rentrait que les consultations pour lesquelles on avait posé un diagnostic étiologique, et après on a rentré aussi les consultations d'aptitude et beaucoup plus largement. En 2012 aussi, on a eu des consignes de rentrer plus de consultations, plus de types de pathologies. Voilà, donc ces augmentations sont entre autres liées à des changements dans les consignes. Qui nous envoie les consultations? Les médecins du travail, donc pour 33%, des médecins hospitaliers, des médecins généralistes, et aussi les patients viennent souvent d'eux-mêmes, c'est pas négligeable. Et puis après, on a d'autres spécialistes hors des centres hospitaliers, et puis aussi
des avis pour les commissions de réforme pour la fonction publique, aussi pour le médecin conseil. Les assistantes sociales de la Sécu aussi nous envoient beaucoup beaucoup, le chiffre est relatif, mais nous envoient du monde, et les médecins scolaires. Et pour finir, on a aussi le FIVA qui, des fois, nous sollicite pour avoir des avis. Donc, voyez-vous, une origine assez diverses. Les motifs de consultation, je vais les résumer. C'est, comme vous l'avez compris, le diagnostic de pathologie professionnelle, c'est quand même une de nos premières motivations, et c'était au moins ce qui était à l'origine de la mise en place du réseau en 2001. L'aptitude qui suit derrière, avec 25% des consultations présentes dans la base, mais ça fait que la moitié de la vie du réseau où on rentre les aptitudes. Le suivi de pathologie professionnelle, ça c'est les premiers cas, donc les patients chez qui on a fait le diagnostic et qu'on revoit dans certains centres pour les suivre, ou qu'on revoit quand ils ont eu des problèmes pour la reconnaissance en maladie professionnelle, qui viennent nous demander des arguments. Les interrogatoires professionnels, ça c'est souvent dans le cadre d'enquête ou de recueil systématique. La surveillance systématique, c'est le suivi post-professionnel et post-exposition. Alors, maintenant que je vous ai présenté rapidement l'activité du réseau, l'objectif de cette présentation, c'était de décrire les données qui concernent les personnels soignants et qui ont consulté un centre de pathologie professionnelle, avec pour trois missions: repérer les pathologies d'origine professionnelle qu'on a dans le réseau, les métiers et les expositions professionnelles, en citant les plus fréquents, parce que sinon on en a une liste, je vous aurais présenté que des listes à la Prévert. Alors, qui j'ai sélectionné dans la base? On a pris donc tous les soignants vus entre 2001 et 2020, en prenant les consultations ou les problèmes de santé au travail qu'on a enregistrés, pour lesquels on a retenu une relation avec le travail, avec la présence d'une exposition professionnelle au moins faible. Pour sélectionner les soignants, on a sélectionné le secteur de la santé, c'est-à-dire qu'on rentre les codes NAF, donc le code NAF 2008 pour les dernières années et le code NAF 93 pour les premières années. Donc, avec ces codes, on a pu sélectionner le personnel de santé. Et puis, on a aussi une donnée qui recueille le métier. Donc, on a pu sélectionner les soignants en contact avec le malade. Et j'ai retenu au final les 6 plus fréquents dans la base. Ce qui ne veut pas dire que ce sont les soignants les plus fréquents en France, mais au moins ceux qui sont dans la base. Donc, au total, dans le RMV 3P, nous avons trouvé 3881 aides-soignants, 3000 infirmiers, 725 médecins, des assistantes dentaires, 272, pas forcément à ceux qu'on aurait pensé en premier, aux dentistes, 176, et aux manip radio, 191. Je l'ai mis quand je les ai trouvés, mais il s'avère que les chiffres ne sont pas toujours évidents à trouver. L'effectif en France en 2021 de ces populations et la proportion de femmes. Et on voit que dans la population infirmière, par exemple, on a dans le RNV3P une grande majorité de femmes, et ça correspond à la population nationale. Les médecins, on est à 48% de femmes, et c'est à peu près le pourcentage qu'on a Pardon, on est plus de femmes que d'hommes. Même pas... Et dans la base, et ensuite les assistants dentaires, je n'ai pas de données. Les dentistes, ils sont à peu près à 47% de femmes, donc on est grosso modo dans les mêmes données. Et pareil pour les manips radio. Donc il y a pour les médecins où la proportion de femmes est inversée et n'est pas représentative de la population. Alors, quelles sont les pathologies les plus fréquentes? J'en ai identifié 4 groupes. Les dermatos qui sont le premier, il y a 32% de tous les cas
signalés dans la base. Donc, sur les 8291 problèmes de santé en relation avec le travail qui étaient identifiés, 28% des problèmes ostéo-articulaires, 20% des problèmes psychiques, 8% des problèmes respiratoires. Dans les autres, on va retrouver des cancers, des problèmes de fertilité, des problèmes cardio, enfin un peu de tout le restant des pathologies possibles qu'on peut retrouver. Quand on regarde cette fois-ci les pathologies, mais en référant au métier. Les dermatoses, qui étaient donc les pathologies les plus fréquemment retrouvées dans la base, se retrouvent en fait en proportion plus fréquemment chez les infirmières. Les pourcentages représentent les colonnes donc par métier. Par les infirmières, et puis derrière, tous les autres aides-soignants, médecins, assistantes dentaires et manip radio, avec des chiffres relativement similaires. Il faut faire attention à ce qu'on dit avec les petits chiffres. Hein. Je ne pourrais pas faire de grandes affirmations, mais plutôt voir des tendances. Pour ce qui est des troubles musculo-squelettiques, ce sont les aides-soignantes qui en ont beaucoup plus, et suivi derrière des infirmières et des manip radio. Pour ce qui concerne les psychopathologies, j'avoue que je ne m'attendais pas forcément moi-même à trouver tous ces chiffres-là. Les infirmières, les pathologies et leurs consultations donc, représentent 20%, c'est lié à des problèmes de psychopathologie. Les médecins sont les plus fréquemment, qui consultent le plus fréquemment les centres de professionnels pour des problèmes de psychopathologie, suivis des assistantes dentaires, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Et les aides-soignants sont, ma foi, beaucoup moins concernés par les problèmes de psychopathologie, tout du moins quand ils viennent dans le réseau. Pour les pathologies pulmonaires, les proportions sont beaucoup moindres. Et les deux seules populations, et ce n'est pas forcément étonnant, qui ressortent sont les dentistes et les assistantes dentaires. Il faut savoir que dans les assistantes dentaires, il y a aussi les prothésistes qui sont inclus. Voilà, maintenant, je vais reprendre chaque groupe de pathologie et on va essayer de voir s'il y a des différences quand on fait des distinguos entre les pathologies dans le groupe de pathologie et les risques professionnels qui correspondent. Pour ce qui est des dermatos, les dermatites allergiques sont les plus fréquentes et on voit des chiffres qui varient entre 33% et 66% pour les dentistes. Et pour les infirmières et les aides-soignantes, à peu près un tiers qui ont des dermites allergiques, avec beaucoup plus par contre de dermites irritatives. Il faut savoir que le diagnostic entre les deux est des fois difficile à faire, que les dermatologues actuellement disent surtout que c'est rare d'avoir une dermite allergique sans composante irritative. Donc, c'est normal qu'on trouve un chiffre supérieur pour la partie irritative à la partie allergique. L'urticaire est présent, mais très rare mais reste quand même anecdotique dans la base. Les autres pathologies sont soit parce qu'elles n'ont pas pu être étiquetées du fait du codage en dermatite allergique ou irritative, ou des pathologies vraiment anecdotiques. Alors, les causes. Donc, dans le RNV3P, en fait, on utilise le thésaurus des expositions professionnelles, le même qui est utilisé dans les services interentreprises, donc vous voyez probablement comment il est fait. Mais on utilise en parallèle les substances et puis les usages qu'on peut faire ou dans lesquels on peut trouver ces substances. Donc, j'ai été obligée de vous découper en deux diapos. Et les substances responsables dans les dermatites allergiques, quand on regarde en fréquence de présence dans les problèmes de santé recueillis, on a le nickel qui sort en premier. Alors bon, c'est un produit ubiquitaire, donc ce n'est pas étonnant. Beaucoup de gens y sont allergiques.
Et puis derrière, les ammoniums quaternaires. Donc ça, c'est vraiment le problème des milieux de soins actuellement, et en termes d'allergie. Et puis derrière, le thioram qui est dans la vulcanisation des gants est suivi de 3 biocides ou composants de tous les produits, que ce soit entretien, cosmétique, où on rajoute, où on retrouve ces produits comme biocides ou un conservateur, ou tous les éléments qu'on rajoute dans tout ce qui est produits liquides, ou entretien et cosmétique. Suivi du cobalt, qui est plus anecdotique, et encore du formaldéhyde, mais il faut se rappeler que la base a commencé en 2001, donc en 2001, on avait encore quand même une utilisation tout du moins plus courante qu'actuellement, et puis il reste du formaldéhyde dans les labos d'anapathe. L'acrylate et métacrylate, je ne vous cache pas que c'est pour les dentaires et les assistantes dentaires. Le guanidine, on le retrouve avec le thioram dans les gants. Et le glutaraldéhyde, qui est aussi un désinfectant et qui est un problème connu des médecins en milieu de soins avec le lavage des endoscopes. Paradoxalement, le travail en milieu humide apparaît peu fréquemment, et c'était déjà une des remarques des travaux qui ont été faits par Linda Bensefa, que vous connaissez probablement, qui était sur Cochin et maintenant sur l'Hôtel-Dieu. Enfin, j'ai pas suivi tout. Je suis pas sûre d'avoir exactement les bons noms avec les changements des hôpitaux parisiens. Et voilà, elle avait aussi étonné, elle avait fait l'analyse de toutes les pathologies dermato-allergiques dans le réseau, pas qu'en milieu de soins, mais en général. Et c'était une de ses remarques. Si maintenant on regarde les produits, quand les gens donnent que le produit et n'ont pas identifié la substance, on trouve les produits d'hygiène et de cosmétiques en premier, les antiseptiques, le latex, les désinfectants et détergents. Donc ce matin, on a parlé des médicaments. Donc on les voit, ils sont présents, mais ils ne sont pas forcément très, très fréquemment rapportés. Les gants, les biocides et conservateurs qu'on avait retrouvés dans l'autre diapo, où là, les produits avaient vraiment bien été identifiés. Les produits d'entretien et les produits de vulcanisation. La colophane aussi présente dans un certain nombre de vêtements ou de gants dans des EPI. Le chat est peu fréquemment rapporté, on aurait pu s'attendre à l'avoir beaucoup plus souvent, et le baume du Pérou qui est aussi très fréquemment très allergisant. Donc ça, c'était les dermatoses, avec rien de bien forcément surprenant. Maintenant, je vais regarder les psychopathologies, donc toujours en fonction des métiers. Donc, on a 1640 problèmes de santé en relation avec le travail qui concernent les psychopathologies. Le codage de ces pathologies n'est pas forcément aisé. Du coup, j'ai regroupé tout ce qui est syndrome anxio-dépressif et puis mis une colonne stress. Alors, dans le stress, il y avait du surmenage, il y avait des codes qui n'étaient pas forcément faciles à regrouper et qui ne me permettaient pas d'affirmer que c'était un syndrome anxio-dépressif. Dedans, dans la colonne stress, il doit y avoir quelques psychotraumas, mais pareil, ce n'était pas évident de les repérer. Et le divers, c'était surtout des personnes avec des pathologies antérieures et qui étaient aggravées par le travail. Donc, en termes de répartition, pour les psychopathologies, tout le monde est autour de 70. Les manipulateurs radio montent à 90, mais l'effectif est tellement petit que le 90 n'a pas de sens. Les dentistes, pareil, sont que 18, donc le 83% n'a pas beaucoup de sens. Mais dès qu'on a plus d'effectifs, tout le monde est aux 3/4 concerné par un syndrome anxio-dépressif. Donc, c'est vraiment la pathologie qui ressort d'origine professionnelle. Pour ce qui est des expositions, le thésaurus a toujours été assez détaillé sur les risques psychosociaux ou
les facteurs d'organisation qui interviennent sur les psychopathologies. Et alors, tout à l'heure, on a parlé des horaires. Moi, je m'attendais à avoir beaucoup plus fréquemment les horaires qui ressortent. Et 17, enfin 2,6%. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut de codage mais je ne les ai pas retrouvés et j'étais j'étais très étonnée d'avoir des chiffres aussi bas. Pour ce qui est des chiffres, par contre, qui nous intéressent, c'est le changement dans l'organisation. Et c'est vrai je vous ai entendu ce matin parler d'organisation participative et je crois que c'est vraiment un élément qui manque à nos hôpitaux. Et en tous les cas, le changement dans les organisations touche, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes ou les médecins, c'est un élément qui revient régulièrement dans nos consultations. La surcharge ou la sous-charge, alors je crois qu'en milieu hospitalier, ça peut être que de la surcharge, je pense qu'il y a peu de gens en sous-charge. On a des chiffres qui sont relativement similaires d'un métier à l'autre, peut-être les médecins un peu plus élevés. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de l'attitude décisionnelle qui semble le plus fréquemment rapporté, ni l'insuffisance des moyens, pourtant on sait combien on manque de moyens à l'hôpital. Mais je vais aller plus vite dans le tableau. Ce qui est vraiment le plus important pour les médecins, les infirmières, les aides-soignantes qui nous consultent, c'est la qualité de la relation au travail. C'est des conflits, c'est du respect, c'est de la reconnaissance qui peut être codée là parce que le déficit de reconnaissance est faible dans les lignes au-dessus. Mais la qualité de relation au travail, c'est vraiment le soutien de la hiérarchie, le soutien des collègues et la bonne entente. La violence interne est aussi présente. Donc, on ne parle pas de la violence externe, de l'agression des patients, mais bien en interne. Et on voit bien que c'est tout ce qui est relationnel qui pèse le plus sur la santé mentale des personnels soignants. Pour ce qui est des troubles musculo-squelettiques, oui, je vais avancer. C'est un grand classique pour les soignants. Et le rachis ressort chez les aides-soignantes, les infirmiers, les médecins et les manip radio. C'est en effet ceux qui ont plus de patients non valides. Et pour ce qui est des épaules, c'est les aides-soignantes et les infirmiers. Les mains, les poignets, en fait, le plus, c'est les médecins, les assistantes sociales et les dentistes. Et les assistantes sociales, les assistants dentaires, liés probablement à leur gestuelle. Pour les risques, là c'est simple, tout le monde a les mêmes postures, manutention, mouvements répétitifs du membre supérieur. Il n'y a vraiment rien qui ressort de différent d'un endroit à l'autre, d'un métier à l'autre. Quand on regarde pour le rachisme, j'ai oublié le chiffre, c'est pareil, c'est différent parce que c'est la manutention la première, mais derrière les postures du corps et plus précisément ceux du tronc, donc et pas de différence. Pour ce qui est des pathologies respiratoires, je vais vous détailler l'asthme et la rhinite. C'est vraiment ce qui ressort le plus. On peut voir que pour les assistants dentaires, les dentistes, c'est les pneumoconioses, bien sûr. Une petite anecdote, plaque pleurale, qu'on voit beaucoup, mais bon, ça n'étonnera pas les gens qui connaissent bien l'amiante. On en a en effet dans les hôpitaux. Il y en avait dans les hôpitaux, pour être plus exact. Les substances responsables de l'asthme, je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Chez les dentistes, c'est les méthacrylates et les acrylates. Leur assistant, c'est pareil, avec un peu plus d'ammonium quaternaire parce qu'ils doivent entretenir le cabinet. Et puis après, quand on regarde les aides-soignantes, c'est surtout les ammoniums quaternaires, chez les infirmières aussi. Je n'ai pas mis les médecins parce que c'était des effectifs beaucoup trop petits. Mais derrière les ammoniums quaternaires, on retrouve le glutardéhyde et l'acide peracétique. Le formaldéhyde est beaucoup moins mis en cause. C'est vraiment maintenant, c'est acide peracétique et glutardéhyde. Derrière, loin, les ammoniums quaternaires. Quand on regarde l'usage et pas les substances, pour eux, alors on va reprendre les médecins, c'est du latex, des antiseptiques et des désinfectants. Les dentistes, c'est vraiment que tout ce qui est résine et le latex.
Et après, pour les aides-soignantes, on retrouve les mêmes éléments que pour les infirmières, avec peut-être plus de médicaments chez les infirmières que les aides-soignantes. Je vais un peu plus vite. Alors, la discussion. Donc, ce sont les proportions de consultation par métier étaient assez représentatives. Donc, on peut quand même penser qu'on est relativement représentatif. On a des effectifs conséquents d'infirmières et d'aides-soignantes, ce qui nous permet quand même de tirer des conclusions. Les autres métiers, c'est plus difficile. Et on a surtout l'utilisation d'un thésaurus des expositions professionnelles qui est très vaste, qui a avantage, on a plein de détails, mais inconvénients pour ce genre de présentation parce qu'il faut tout regrouper et ce n'est pas forcément facile. Et on a surtout peur de faire des regroupements par excès et vice-versa. Pour les points un peu négatifs de la méthodologie, c'est ce que je viens de vous dire, les codes ne sont pas toujours évidents à utiliser, mais bon, c'est le jeu. Et on a probablement des biais de recrutement. C'est clair que tout le monde ne va pas en consultation de pathologie professionnelle. Les médecins, ils vont probablement plus, notamment dans les centres hospitaliers. Mais voilà, il y a un biais clair et net de recrutement. On aurait pu s'étonner qu'il n'y ait pas les sages-femmes ou les cadres de santé. En effet, ils auraient probablement été plus nombreux que les dentistes ou les manipes radio, mais il y a eu un changement de codage et je ne pouvais pas les identifier avec certitude et du coup, les effectifs étaient moindres. Donc, j'ai dû les éliminer. Donc, il va falloir continuer les analyses, les comparer aux autres secteurs et pas qu'à l'intérieur du milieu de soins. Pour ce qui est des résultats, vous avez vu qu'en effet, on a des infirmières et des aides-soignantes en France plus nombreux, donc forcément, dans les cas qu'on a en consultation, ils sont aussi plus nombreux. Mais les autres soignants ne sont pas épargnés et je pense qu'il faut qu'on y pense aussi. On se focalise beaucoup et c'est normal sur les infirmières et les aides-soignantes, mais il ne faut pas oublier les autres métiers. Si on prend pathologie par pathologie, les dermatoses sont les problèmes les plus rencontrés. Certes, c'est moins impactant dans la vie qu'un problème d'asthme ou d'épaule, mais sont quand même, par contre, les plus fréquents. Tous les corps de métier sont touchés, en tous les cas les 6 que j'ai étudiés. Et concernant les expositions professionnelles, la plupart étaient connues, donc il n'y avait rien qui pouvait nous surprendre. Allez, l'amiante chez les infirmières, les aides-soignantes et les médecins, ça m'a un peu surpris, mais c'est l'exposition environnementale. Les expositions sont relativement similaires d'une profession à l'autre, sauf quand même pour le respiratoire avec les dentistes et les assistants dentaires qui ressortent. Les psychopathologies, on a un léger gradient pour la violence interne entre aides-soignantes, infirmières et médecins qui monte, et un ressenti plus important peut-être de la charge de travail pour les médecins. Pour les troubles musculo-squelettiques et les dermatoses, il n'y a pas de différence. J'ai de s'arrêter. Et voilà, je conclus. Merci beaucoup. Oui. Donc, c'était une première analyse des données. Donc, ça va être poursuivi. Vous pourrez même voir probablement à la fin au congrès à Strasbourg. Je ne suis pas de Strasbourg pour rien, faire un peu de pub pour le congrès qu'on a déjà reporté, mais qui va avoir lieu. Et il ne faut pas désespérer. Et donc, le réseau a pour but d'avoir des pistes de prévention. Donc, je dirais que pour les dermatoses, c'est surtout les infirmières chez qui il faut travailler, mais pas que. Et peut-être aussi travailler sur les facteurs mécaniques d'irritation qui sont souvent peu présents dans la base, mais qui normalement sont présents dans la littérature. Donc là, il y a un problème. Les troubles musculo-squelettiques, c'est les aides-soignantes chez qui il faudrait concentrer nos efforts avec des choses classiques, mouvement des épaules, manutention. Et pour les pathologies respiratoires, il ne faut pas oublier les dentistes, les assistantes dentaires et les prothésistes dentaires. Et avec tout ce qui est asthme et pneumoconiose pour cette population-là, mais aussi tous les désinfectants pour les autres populations. Merci Nathalie Nourry. Voilà, là, on est vraiment au bout.